Doucet. Si un jour, par malheur, Nicolas Sarkozy revient au pouvoir, Éric Fassin, il verra ce qu'est une vraie politique pour le capital. Il suffit de lire l'interview cette semaine de Nicolas Sarkozy dans Les Échos, il va voir ce qu'est une vraie politique de droite. Et là, il n'y aura pas de débat sur ce qu'est une politique de gauche et une politique de droite. Là, il y aura une vraie politique pour le capital. Donc il faut regarder aujourd'hui le programme de Nicolas Sarkozy. Vous verrez demain, celui d'Alain Juppé, ça sera pareil. Donc vous voulez dire que Manuel Valls est moins de droite que Nicolas Sarkozy? Pas du tout. Je dis que derrière, on ne fait pas une politique pour le capital. Parce que derrière, pardonnez-moi, mais la vraie inégalité aujourd'hui, parce que la gauche, ça reste l'égalité. La vraie inégalité aujourd'hui, c'est ces millions de chômeurs et de travailleurs précaires qui sont bousculés, comme la France est bousculée par la mondialisation. Parce que nous, ce que nous avons oublié dans ce pays, et c'est peut-être d'ailleurs ce que je pourrais reprocher à François Hollande, c'est dès 2012, ne pas avoir présenté aux Français le rapport gallois où entre 2002 et 2012, nous avons perdu 20% de notre base de production. À un moment donné, le problème du pacte de responsabilité, c'est qu'on essaye de reconstituer une offre économique, une production. Je ne vais pas faire Maurice Thorez, tout pour la production, mais c'est quand même un peu ça, ce gouvernement. C'est de se dire qu'on a une difficulté. Donc la vraie ligne de clivage aujourd'hui, pardonnez-moi, aller avec M. Sapir et ceux qui sont dans une logique sur le souverainisme, de se dire, nous, on sort de l'Europe, on sort de l'euro, donc on sort de l'Europe, et on essaye de refaire quelque chose dans une autre logique. Mais autrement, on essaye, nous, d'adapter ce pays qui est très en retard dans son système de production du fait d'une problématique de coût. Quand on regarde Air France, quand Air France était dans les années 60, il n'y avait pas la concurrence de montagnes, de compagnies aériennes, de plein de pays du tiers-monde. Ces pays du tiers-monde, on parlait de développement du tiers-monde. Aujourd'hui, ce sont des pays en cours de développement. Est-ce qu'on doit s'en plaindre? 400 millions de Chinois sont sortis de l'extrême pauvreté. Alors évidemment, eux, ils sont sortis de la pauvreté. Ça nous bouscule. Ça bouscule l'Europe et ça nous bouscule nous. Donc effectivement, on a ce sujet-là sur lequel on tâtonne parce que c'est pas aussi simple de faire de la sécurité sociale dans un environnement ouvert, là où auparavant, on avait un environnement fermé. Et quand vous dites, pardonnez-moi, que l'État servait d'arbitrage, mais l'État aujourd'hui, il est lui aussi bousculé. C'est bien pour ça qu'on a toutes ces difficultés. C'est bien aussi pour ça que le Front National est une réponse qui ne me paraît pas la bonne réponse par rapport à ça, où on rejoue la France des 30 Glorieuses, on va mettre les frontières, on va ériger des murs, alors qu'on est dans un monde ouvert. C'est ça la vraie difficulté par rapport à ça. Alors après, par rapport à ce que vous évoquez, monsieur, là aussi, peut-être que dans l'aspect politique, dans les mots, bien, donc effectivement, on veut donner ce signal-là, parce que dans un monde ouvert, on a besoin des investisseurs, et c'est les entreprises qui créent de la richesse. Parce que pour redistribuer, il faut produire. Et aujourd'hui, on ne produit pas assez. Par contre, dans les mots, dans les classes populaires, je pense qu'effectivement la question de l'attention, la question de la bienveillance, je pense qu'on peut se faire, nous, cette autocritique-là. Moi, qui suis député d'une circonscription extrêmement populaire à Argenteuil-et-Besançon, effectivement, la question de la bienveillance, de l'attention, de se dire qu'on se bat pour les gens par rapport à ça, je pense qu'il faut le dire et le redire, même si... de répressif. Alors, Philippe Doucet. Alors, pardonnez-moi, mais alors, je suis en total désaccord, et pardonnez-moi de vous dire ça gentiment, mais c'est totalement faux dans la démarche constitutionnelle. Sur le droit de vote des étrangers, moi j'ai un désaccord avec François Hollande, il aurait dû faire l'exercice, parce que c'était un engagement, et le droit de vote des étrangers aux élections locales, ça suppose une révision de la Constitution. Vous voyez, ça fait 2 mois qu'on est dessus après des attentats, mais il me semble qu'il aurait été important devant les Français que l'exercice soit fait pour montrer qui était pour, qui était contre. Il n'a pas souhaité le faire, je pense qu'il a eu tort, parce qu'on se serait rendu compte qu'une révision de la Constitution, c'est-à-dire 2/5 des députés et des sénateurs, il n'y avait pas cette majorité-là. Vous voulez dire qu'il n'aurait pas pu... Il n'aurait pas pu le faire. Il aurait pu passer par référendum. On aurait dû passer comme ça aurait été clair devant les Français qui portait la responsabilité de quoi. Sur la révision constitutionnelle, c'est justement tout l'inverse de ce que vous dites. On souhaite l'état d'urgence, demain n'importe quel gouvernement peut, comme ça a été fait ici, installer l'état d'urgence en utilisant la loi de 1955. Quand on le met dans la Constitution, on bétonne les droits, contrôle du Parlement, non-dissolution du Parlement pendant l'état d'urgence, contrôle parlementaire est là. Jean-Jacques Urvoas, avant d'être garde des Sceaux, a été en charge, avec un député Les Républicains, M. Poisson, en charge de ce contrôle parlementaire. Et je peux vous dire qu'il y a eu un suivi extrêmement exact, avec un compte-rendu devant l'ensemble des députés, devant la presse évidemment, de contrôle de cet état d'urgence. Donc, au contraire, l'intégration de l'état d'urgence dans la révision constitutionnelle, c'est pour assurer les libertés. Parce que demain, un gouvernement, quel qu'il soit, mettons les choses au pire, Marine Le Pen, il faut une révision constitutionnelle des 2/3 pour modifier cet état de droit. Donc, au contraire, ici, comme on pense
que malheureusement le terrorisme va durer, qu'on est parti pour une décennie de difficultés, de risques d'attentats ou d'attentats malheureusement, et que la question de l'état d'urgence peut être amenée à se reposer dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 3 ans, eh bien à ce moment-là, on aura sécurisé le droit, parce que c'est un gouvernement et des députés qui veulent protéger le droit. Pourquoi voulez-vous que Philippe Doucet, député socialiste, il a envie d'abaisser le droit et sur les libertés? Et par contre, ce qui me surprend, et ça franchement dans le débat public, ça m'a beaucoup étonné, on est sur nos histoires franco-françaises. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que la gauche, la vraie gauche, même si ça me fait sourire de dire ça, parce que je pense que c'est nous la vraie gauche, mais derrière, sur ce qui concerne Snowden, ce qui concerne la question de ses libertés à travers le contrôle de la NSA, que quand Angela Merkel se fait écouter par les Américains, il n'y ait pas plus d'incidents autour de ça, ou quand Laurent Fabius se fait écouter pour balayer devant notre porte, sur ces questions de liberté fondamentale liées au droit à la vie privée, ça c'est les sujets des libertés de demain, c'est ça la vraie question. Croyez-moi, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Oui, mais voyez, certains ont même reproché à François Hollande de ne pas avoir accepté que Snowden vienne en France. Oui, donc du coup, ça, vous avez ces questions-là dans la société française. Je suis surpris que, plus largement, au-delà de peut-être de votre émission ou d'autres, mais j'ai pas trouvé, par exemple, qu'il y avait eu beaucoup de pétitions de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? La question Snowden, elle est posée. Qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Dans le rapport, là-dessus, quand on fait la loi sur le renseignement, sur les IMSI Catchers, où j'ai reçu des mails tous les jours. Mais les IMSI Catchers, ils existaient déjà dans les services. Simplement, aujourd'hui, on met un contrôle de quelque chose qui existait déjà. Il faut juste que vous expliquiez pour ceux qui sont pas au courant. C'est la valise où, en fait, entre la borne de téléphone et votre téléphone portable, eh bien, on le met entre les deux et on peut écouter. Mais les services, ils le faisaient déjà. Donc on a légalisé ce qui n'était pas légal. Non, on met un état de droit et de contrôle. Parce que du coup, il y a une Oui, mais qu'on faisait déjà alors que ça n'était pas légal. Il ne s'était pas contrôlé. Il n'y avait pas d'instance. Là, pour pouvoir qu'ils les écoutent, il faut qu'il y ait une autorisation avec un contrôle, avec des députés qui sont dedans, astreints. Le progrès, c'est de légaliser.